Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Savoie-Mont-Blanc en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2020. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, le Mont-Blanc à l'honneur du dernier livre de Bernard de Barbieux, professeur à l'Université de Genève. Un deuxième livre ensuite mettant dans un tout autre registre avec L'Art du râteau de Charlotte Bernasconi et Élodie Boisier. Et enfin, nous parlerons de Méo, une école pas comme les autres. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Fanette. Salut Fanette. Salut Seb. Pour les titres de ce journal du 29 janvier 2020, le désenclavement du Chablais, suite mais certainement pas fin. Oui, je pense qu'on va en reparler pendant un petit moment. Donc, hier au JT, on est revenu sur les recours, 3 recours déposés par la ville de Genève et des associations françaises contre l'autoroute du Chablais. Aujourd'hui, on donne la parole à l'association historique, disons, qui défend cette 2 fois 2 voies, l'association Oui au désenclavement du Chablais. Elle revient sur les imprécisions, selon elle, des recours. Et puis un changement d'air au Semnoz. Tout à fait, avec le fameux Gabi Bibolet qui passe la main près de 30 ans, 26 ans précisément, qu'il était à la tête de la station du Semnoz. Donc il passe la main à Grégoire Chavanel, l'ancien directeur de la Sambuie. Donc on verra un portrait croisé tout à l'heure dans le JT. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour le JT. Alors avant de commencer le déroulé de cette émission, je suis en ligne Skype avec Mallory Guyon et Muriel Auprince de Colère Pure. Mesdames, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Merci de me consacrer quelques minutes. Alors, vous êtes actuellement en plein Ripper Café. Vous avez adressé la semaine dernière une lettre au préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, pour lui demander tout simplement la fermeture immédiate de l'incinérateur de Passy. Pour quelle raison ? Alors, en période de vigilance rouge, au niveau alerte 2 dans la vallée de l'Arve, le préfet émet donc des communiqués de presse. Dans ce communiqué de presse, il est bien indiqué pour les industries qu'il y a un report des opérations émettrices de polluants, les composés organiques volatiles, les particules fines et les oxydes d'azote. L'incinérateur n'est pas concerné. La seule usine concernée dans notre vallée, c'est SGL Carbone, qui doit réduire donc ses émissions. Mais nous ne comprenons pas pourquoi l'incinérateur ne fait pas partie de cette organisation et de cette limitation de combustion. Le préfet nous répond qu'en fait, l'incinérateur n'est pas concerné, car il n'émet pas de particules fines. Nous lui répondons que si, l'incinérateur émet énormément de particules fines, et il émet également, ce qui doit être limité, des oxydes d'azote et des composés organiques volatiles. Qu'est-ce que vous attendez désormais de la part des pouvoirs publics pour faire face aux derniers épisodes de pollution et aux différentes alertes qui ont été signalées ? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous attendez de la part des pouvoirs publics ? Qu'est-ce qu'on apprend ? De prendre les bonnes décisions et surtout de mettre en place les bonnes actions. C'est-à-dire qu'on connaît toutes les sources polluantes dans la vallée qui sont effectivement le chauffage au bois, le trafic routier, l'incinération, les activités industrielles et aussi donc l'agriculture. Et il est inutile effectivement de cliver et de dire c'est plus lui que lui. Nous, on veut effectivement que toutes les sources soient jugulées en cas de pic de pollution en alerte rouge. Donc l'incinération fait partie des sources polluantes, donc l'activité doit être réduite, voire stoppée, parce que au contraire de ce que dit le préfet, monsieur le préfet, l'incinérateur émet des particules fines, mais surtout des particules ultra fines, à travers effectivement les filtres. Donc ce qui est très délétère au niveau de la santé, puisque ça imprègne le corps, au niveau cardiovasculaire, au niveau pulmonaire, au niveau neurologique et au niveau d'autres organes comme la vessie, le foie. Et donc, au niveau sanitaire, c'est une catastrophe. Sachant plus, on est au courant qu'ici, l'aérologie est mauvaise et qu'en hiver, il y a une inversion de température. Donc, on a un effet cocktail qui est explosif au niveau de la santé. Dernière chose, est-ce que l'alerte rouge de la semaine dernière, c'est l'alerte de trop pour vous ? Oui. C'est l'alerte de trop et il faut donc non seulement les pics de pollution c'est inadmissible, mais il faut quand même rappeler qu'il y a une pollution chronique ici
qui a un effet à long terme sur la santé de tous et surtout des enfants. Des enfants. Donc, stop, on agit. Et nous ne comprenons pas pourquoi le préfet ne dit seulement les cheminées. On est tout à fait d'accord qu'il faut absolument que chaque citoyen limite son feu de bois non performant en période de vigilance rouge, mais on ne comprend pas pourquoi la plus grosse cheminée de la vallée, qui certainement est la plus polluante, parce que 130 kilos par an de particules extrêmement fines, c'est extrêmement dangereux. On ne parle pas là de particules de PM10, on parle vraiment de poussières extrêmement fines, donc les plus dangereuses, et c'est inadmissible qu'on voie cet incinérateur cracher, alors que chaque citoyen doit lui faire attention. Chaque source est importante, mais il faut aussi considérer, on ne comprend toujours pas pourquoi l'incinérateur n'est pas compris dans ce communiqué de presse. Merci beaucoup, mesdames. On a bien saisi votre mécontentement. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique Dans l'actu. Je reçois Monsieur Bernard Debarbieux. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous êtes professeur à l'Université de Genève. Oui. Et vous avez dernièrement publié cet ouvrage, l'UNESCO au Mont Blanc. Alors, on le sait, hein, depuis quelques semaines, l'alpinisme a été donc inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et vous posez cette question, pourquoi pas faire de même pour le Mont Blanc? Alors, à vrai dire, le projet d'inscription du Mont Blanc est plus ancien que le projet d'inscription de Plus de l'alpinisme. 25 ans qu'on en Ça a parle. commencé il y a à peu près 25 ans. Le projet pour l'alpinisme a duré à peu près une dizaine d'années. Mais c'est vrai que les enjeux ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes modalités de l'inscription, ce n'est pas les mêmes critères. Et objectivement, c'est quand même plus compliqué de classer le Mont Blanc que de classer l'alpinisme. Pour quelles raisons, justement? Quels sont les principaux points qui font que c'est plus compliqué, que ça prenne autant de temps? Déjà, pour que le Mont Blanc puisse espérer être inscrit, en tout cas, oui, c'est ça, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, ça suppose qu'il y ait toute une série de mesures de protection qui soient déjà prises par les États, parce que ce n'est pas l'UNESCO qui protège quoi que ce soit. Hein. L'UNESCO ne fait que reconnaître des choses qui ont été faites par les États, par les communautés locales ou ce genre de choses. Et dans l'état actuel des choses, on sait bien, et d'ailleurs ça remonte à bien plus que 25 ans, que ce n'est pas facile non plus de mettre d'accord quantité de communes qui sont concernées par le massif, 3 pays différents, sur des mesures qui seraient portées par tout le monde. Pour vous, ce serait une chose positive que le Mont Blanc soit inscrit à l'UNESCO? Alors oui, bien sûr, c'est toujours quelque part flatteur d'avoir un site ou d'habiter à côté d'un site qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Après, on y attache plus ou moins d'importance. Ce qui me frappe, c'est que les porteurs de projets, dont je ne suis pas, hein, moi j'ai simplement suivi le processus, les porteurs de projets pensent que c'est un levier qui permettra justement d'enclencher une nouvelle dynamique sur la concertation transnationale, intercommunale, pour arriver à un projet commun véritablement à l'échelle du massif. Donc c'est plus de se servir de ça qui peut être vertueux au bout du compte. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter au Mont Blanc, une telle distinction? Alors c'est un peu l'ambiguïté. Il y a des personnes qui redoutent un peu l'inscription du Mont Blanc au titre du patrimoine mondial parce que souvent, justement parce que ces listes sont très publicisées, ça peut attirer potentiellement davantage de touristes. Et il n'y a pas grand monde qui cherche à attirer davantage de touristes dans le massif du Mont Blanc pour les raisons qu'on connaît bien. Donc il ne s'agirait pas d'en faire un élément de communication publicitaire, touristique et autres, mais plutôt encore une fois un instrument de gestion. Et ça, je pense que ça peut véritablement être vertueux de ce point de vue-là si on trouve la bonne formule et on arrive à bien présenter le dossier. Parce qu'un des grands enjeux, c'était la même chose pour l'alpinisme. Ce n'est pas simplement d'avoir un beau projet, d'avoir un beau produit, entre guillemets, c'est d'arriver à convaincre les experts de l'UNESCO que ça rentre dans les catégories qui sont habituellement utilisées pour ce genre d'inscription. Justement, quel regard vous portez sur toutes les polémiques liées à l'accès au Mont Blanc et la mise en place désormais d'un permis d'ascension? C'est à la fois une mesure qu'on peut comprendre parce que la surfréquentation pose des problèmes et puis les dangers objectifs de l'ascension du Mont Blanc par la voie normale sont bien connus. Et en même temps, ça touche à un point fondamental quelque part de l'imaginaire de l'alpinisme qui est de ne pas avoir de contraintes précisément et de ne pas devoir interdire l'accès à tel ou tel endroit pour n'importe quel type d'alpiniste. Donc on est là dans une incroyable contradiction entre des valeurs et des principes qui ne sont pas tellement faciles à mettre en rapport les uns avec les autres. C'est vrai que pour le moment, dans le débat, il y a véritablement eu une sorte d'expression de point de vue qui était délibérément contradictoire, sans forcément qu'il y ait une recherche de compromis ou de consensus, à ce stade en tout cas. Vous qui avez suivi le dossier de l'intérieur, l'alpinisme inscrit au patrimoine de l'UNESCO, c'est tout sauf anormal? Tout sauf anormal? Tout sauf normal, pardon. Alors c'est normal. C'est normal dans la mesure. C'est quelque chose qui aurait dû arriver depuis bien longtemps? Je ne sais pas, ce n'est pas forcément une question de chronologie ou d'historicité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une proposition un peu originale par rapport à d'autres éléments, comme on dit à l'UNESCO, qui sont déjà inscrits sur cette liste du patrimoine culturel et immatériel. Mais j'étais personnellement présent lors de la
la session du comité qui a acté de cette inscription. Et j'étais très frappé de voir que la proposition avait été extrêmement bien reçue. Précisément parce que, d'une part, l'alpinisme a une bonne image, et ça permet de conforter l'image de l'alpinisme, bien sûr, mais aussi parce que ça contribue à élargir ou diversifier un peu la liste des éléments qui sont inscrits sur au titre du PCI, comme on dit, le patrimoine culturel et immatériel. Donc c'était bien accueilli, bienvenu, donc pertinent de ce point de vue-là. Pour en revenir au Mont Blanc, quelle image vous avez, vous, personnellement, aujourd'hui, du Mont Blanc, de tout ce que ça engendre? Alors, il y a Mont Blanc et Mont Blanc, il y a le massif et puis il y a le sommet. Le sommet lui-même, c'est un point d'attraction qu'on peut presque considérer comme un point ou un abcès de fixation, un vrai problème en soi, parce qu'il attire d'abord et avant tout en tant que principal sommet de la région, principal sommet de l'Europe occidentale. Et donc, ça conduit finalement toute une série de personnes à s'y retrouver ou avoir envie d'y être. Trop, selon vous? Trop quantitativement, oui, parce qu'on connaît les problèmes d'encombrement que ça pose. Ce qui est peut-être dommage, et là je parle au nom des porteurs de projets d'inscription de l'alpinisme, c'est que ça conduit des gens à vouloir faire l'ascension du Mont Blanc sans être véritablement curieux de ce que c'est que l'alpinisme, de ce que c'est que la haute montagne, une sorte de petit défi personnel qu'on a envie de réaliser. C'est un peu la même chose à l'Everest, évidemment dans des proportions beaucoup, beaucoup moindres. Et c'est peut-être ça qui est un peu dommage. Ce n'est pas l'attractivité du Mont Blanc, ce n'est pas l'envie d'y aller, c'est le fait qu'on soit de plus en plus tenté d'y aller en étant passablement indifférent à ce que ça veut dire, la haute montagne, et ce que ça veut dire l'alpinisme. Et puis après, il y a le reste, le massif du Mont Blanc. En dehors du Mont Blanc, finalement, il y a beaucoup d'endroits qui sont extrêmement tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de courses qui sont extrêmement fréquentées par les alpinistes aujourd'hui, précisément parce que, c'est comme dans l'Himalaya d'ailleurs, il y a de plus en plus de crispations sur quelques points emblématiques. Alors, on a eu ces dernières années pas mal d'épisodes d'inconscience, de dangerosité. Vous n'avez pas peur que si un jour le Mont Blanc soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ça donne encore plus envie à certaines personnes qui ne sont pas forcément adaptées de s'attaquer au Mont Blanc? Pour dire, je l'ai fait déjà, j'ai fait le Mont Blanc, et puis en plus, c'est lié à l'UNESCO. Je ne suis pas sûr que ça va accroître la notoriété du Mont Blanc en tant que tel. Je ne suis pas sûr que ça va accroître la tentation de monter au sommet lui-même. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que cette double inscription, la première qui est acquise et la deuxième qui est visée, certainement dans quelques années, mais pas avant, elles peuvent se renforcer l'une l'autre. Et il peut y avoir un discours sur l'alpinisme et notamment sur la prise de risque et sur la sécurité qui accompagne quelque part une reconnaissance éventuelle du Mont Blanc en tant que tel et que les deux choses puissent se bénéficier mutuellement. Est-ce que le Mont Blanc a besoin de l'UNESCO et inversement, est-ce que l'UNESCO a besoin du Mont Blanc? L'UNESCO n'a besoin de rien. L'UNESCO, quelque part, ne fait qu'enregistrer des propositions qui lui parviennent et puis d'avoir au bout du compte une liste qui est représentative un peu de ce qu'il y a d'exceptionnel pour les sites du patrimoine mondial. Après, la région du Mont Blanc elle-même, encore une fois, ce n'est pas tellement une sorte d'étiquette supplémentaire ou de reconnaissance supplémentaire qui peut faire la différence. Et il n'y a pas grand monde qui la cherche à proprement parler. Par contre, d'en faire un instrument pour relancer des dynamiques de partenariat et une vraie réflexion sur la protection, le développement, ce genre de choses, ça peut être vertueux, oui. Vous êtes optimiste pour la suite? La préservation, notamment tout ce qui est la préservation du Mont Blanc, ce genre de site remarquable? Oui, ça vous inquiète quand on voit les dérives? Bon, en matière de protection, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas tellement plus de besoins maintenant qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que la situation s'est dégradée du point de vue de la gestion même du massif. En termes d'équipement touristique, par exemple, il ne s'est pas passé grand-chose en dehors du téléphérique qui vient du côté italien, mais qui a remplacé un téléphérique préexistant. Donc on n'est pas dans une région des Alpes où il y a une pression manifestement croissante qui se traduit par des remontées mécaniques supplémentaires. Il y a d'autres régions des Alpes qui sont bien plus menacées de ce point de vue-là. Donc je pense qu'en termes de surfréquentation ou en termes de suréquipement, ce n'est pas forcément un enjeu très, très important pour le Mont Blanc que de vouloir le protéger un peu davantage. Par contre, d'arriver à trouver une sorte de terrain d'entente et de partenariat entre ceux qui veulent plutôt la protection, ceux qui veulent plutôt du développement, ceux qui veulent plutôt de la mise en valeur du patrimoine local ou ce genre de choses, à mon avis, là, il y a encore un chantier. Et puis, je pense qu'il y a plein de gens de bonne volonté, mais il faut simplement peut-être un peu de patience et encore un peu plus de bonne volonté pour y arriver. Merci beaucoup pour votre expertise. À Merci bientôt. à vous. Merci bien. Merci. Allez, on reste dans la littérature, mais on change de registre pour notre rubrique suivante. J'accueille donc Charlotte Bernasconi et Élodie Boisier. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez coécrit ce livre, alors je dis un changement de registre, L'art du râteau, l'amour de A à R. Je monte à la caméra. J'ai beaucoup rigolé. Le micro, j'ai oublié le micro, c'est ma faute. J'ai beaucoup rigolé. Ça vient d'où l'idée, elle vient d'où l'idée de ce livre? Il y a du vécu? Forcément un petit peu.
En fait, on galérait énormément à envoyer des messages qui, en fait, sont tout simples. Et on s'est dit que ça ferait une bonne idée de livre. Et de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas traiter le sujet final, donc le râteau. Et comme il y a très peu de livres qui ont été écrits sur les relations non dites ou non faites, eh ben, on s'est dit qu'on allait sauter sur l'occasion et faire quelque chose de drôle. C'est toute une technique de se prendre un râteau? Ou d'annoncer à l'autre personne? C'est toute une technique de se déclarer, je pense. Déjà, justement, dans le livre, on veut vraiment aborder le fait, tout ce qu'on peut se mettre en tête, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver justement à se déclarer, toutes les informations qu'on essaye de grappiller, notamment avec les réseaux sociaux. Et justement, le moment du râteau, on a essayé de faire justement un top 10 des râteaux et on voit qu'il n'y a pas forcément une bonne façon de se prendre un râteau. Ça reste douloureux, forcément. Quand tout le monde les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, forcément, ça fait mal à un des deux. Est-ce qu'on connaît l'origine de cette expression, le râteau? Pourquoi ce qu'on dit se prendre un râteau, vous savez? De ce qu'on avait regardé, c'était né dans les années 90 et en fait, c'était par rapport au sens ridicule de se prendre un râteau. Donc, c'était vraiment l'image figurée. Je ne sais pas si c'est correct. Ça fait un peu arroseur arrosé, oui. Voilà, les situations un peu comiques. Alors j'imagine que l'un des objectifs de ce livre, c'est de dédramatiser un peu le truc avec beaucoup d'humour, de ne pas s'en faire un monde, voilà, ça, on l'a dit, hein, tout le monde se prend des râteaux dans la vie. C'est ça le but de dédramatiser? C'est complètement ça, parce que le plus gros morceau du livre, finalement, je dirais, c'est tout ce qui se passe après. Est-ce qu'il faut se remettre en question ou pas? Et puis c'est tout ce qu'on fait justement sur les réseaux sociaux beaucoup, parce qu'ils sont partout autour de nous en fait. Comment on peut faire croire que tout va bien alors que ce n'est pas forcément le cas, comment rebondir. Et justement, c'est un peu de relativiser, d'arrêter de mettre autant de mauvaise foi dans certaines pensées, dans certains propos, et de revenir un peu à soi, pas se remettre complètement en question. Et voilà, ça arrive et il faut continuer. Et en fait, il y a tout un point, on réfléchit sur le fait que peut-être un événement négatif qui peut être vu comme un échec, ça peut devenir quelque chose de positif pour la suite, même si peut-être ça ne sera pas dans le domaine amoureux, mais ça nous apprend à rebondir sur les échecs qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est facile de se remettre d'un râteau? J'imagine certains degrés de râteau, il y en a qui sont plus faciles à accepter? J'imagine que ça dépend l'ambition qu'il y avait derrière, la personne qu'il y avait derrière, et entre les gens qui se disent « Allez, bon, un de plus, un de moins, je tente ma chance », et la personne qui a mis des mois à se lancer, j'imagine que ce n'est pas forcément le même degré. Après, justement, on aimerait vraiment que le lecteur il chemine avec nous. On n'a pas vraiment fait un personnage principal dans ce livre. Justement, c'est le lecteur qui est lui-même le personnage. Et on espère qu'il va se reconnaître dans certains de ces passages. Il va se dire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi je fais ça ». Voilà. Est-ce que vous avez des exemples de râteaux mémorables, je veux dire, que ce soit dans la forme ou dans les mots qui ont été choisis pour annoncer cette mauvaise nouvelle? Alors, on a fait un top 10 des râteaux dans le livre. Je pense pas qu'il y en ait vraiment un pire qu'un autre, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de friend zone dans. Ouais, c'est devenu un terme à la mode. On rappelle ce que c'est pour ceux qui ne se connaissent pas. Bien sûr, c'est t'es un ami pour moi, tu es une amie pour moi. Oui, ça, j'imagine. Il y a beaucoup de blagues justement sur les réseaux par rapport à ça, donc, que ce soit dans les films, c'est repris, voilà. Mais sinon, oui, dans les top 10, il y en a des plus douloureux, je pense. Après, voilà, c'est à l'appréciation de chacun, je pense. Vous donnez également quelques idées pour ne pas perdre la face en cas de râteau. On sait que ça, voilà, quand on se lance, vous l'avez dit, on se lance, déjà, ça demande un certain effort. On se lance, la personne en face n'est pas dans le même état d'esprit. Il faut arriver à rester digne. Faut essayer, en tout cas. Il faut arriver à bien soigner sa sortie, c'est très important. J'imagine que vous avez bien dû vous marrer à écrire ce livre. Comment ça s'est passé? Il y a eu quand un travail de récolte? Vous êtes appuyé sur des témoignages d'amis, de connaissances? En fait, je crois que les tout premiers textes qu'on a écrits, c'est les théorèmes. Donc en fait, c'est même pas quelque chose de littéraire. Et au début, on écrivait chacune de notre côté. Et on se voyait tous les 2-3 mois, je crois, pour mélanger et voir un peu ce que ça donnait. Et au bout d'un moment, on a eu une trame. Et puis pour finir, on a développé le livre. Et la dernière partie, on l'a écrite toutes les deux côte à côte. Et ça reste vraiment des très bons moments. Quels sont les retours que vous avez de la part de vos amis, de votre entourage, justement, par rapport à ce livre qui est sorti l'année dernière, il me semble? Tout à fait. En 2018. 2018 voilà. Même. Eh ben, on nous a beaucoup, on nous a incité à dire allez les filles, allez au bout. Et c'est comme ça qu'on a essayé de contacter les éditions de l'Opportun et on s'est dit allez, on tente notre chance. On est un peu dans la lignée de ce qu'ils publient, pourquoi pas. Effectivement, ça a été pour le coup un peu un coup de foudre entre eux et nous. Et beaucoup de bienveillance autour du projet à toutes les étapes. Et effectivement, nos familles, nos amis, qui ont été nos premiers lecteurs, finalement, nous ont beaucoup encouragés à le publier parce qu'ils se reconnaissaient aussi. Et je dirais juste que
filles comme garçons, et peu importe l'âge, parce qu'il y a aussi même des mamies qui l'ont lu et ils se reconnaissent dans des situations. Donc voilà, pas de genre et je dirais pas d'âge pour le râteau, quoi, et c'est super de Tous voir égaux que face au râteau. c'est ça, tout le monde s'y Il est retrouve. encore disponible, j'imagine, dans certaines librairies. Oui, on va pas faire des placements de produits, mais oui, il est disponible dans les librairies. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet d'autres ouvrages par rapport aux relations hommes-femmes, aux relations sentimentales? Pour le moment, on n'a pas d'autres projets sur le même sujet. Charlotte, je dirais qu'elle développe peut-être d'autres projets qui n'ont rien à voir pour le moment même. Mais il n'y aura pas Mais, d'autres projets pour faire suite à l'art du râteau parce que pour nous, par exemple, on pourrait dire que le couple, c'est l'après-râteau. Mais on a décidé que non, le couple, c'était pas l'après-râteau. Et le message principal, c'est vraiment un retour à soi et ses propres valeurs. Et c'est pas du tout se relancer vers une autre course à l'amour. Merci beaucoup en tout cas, mesdemoiselles. Merci Merci beaucoup bien, à je vous invite vous. à rejoindre la régie. Merci. On va parler éducation pour finir cette première partie, avec peut-être un passage de micro, il me semble, avec Eugénie et Stan. Bonjour. Bonsoir. Eugénie, vous êtes la présidente, Eugénie Juin, vous êtes la présidente de l'association de Mon École Extraordinaire et vous êtes accompagnée par votre fils, Stan, Tout à qui fait. est une des personnes, je dis une parce qu'il y en a plusieurs, qui est un petit peu à l'origine de la création de cette association puis de cette école. Alors donc effectivement, Stan, notre fils, est à l'origine également avec Félicie, donc que vous aviez déjà reçu, dont la fille est autiste Asperger. Stan a un parcours un petit peu atypique. Il n'a pas été scolarisé, il a été en hôpital psychiatrique. Et j'ai envie de dire que c'est son parcours difficile qui nous a donné avec Félicie, pour sa fille, l'envie de créer cette école et de pouvoir permettre aux enfants qui sont autrement capables de pouvoir aller comme tous les autres à l'école. Voilà. Stan, j'imagine que vous auriez souhaité à l'époque avoir une structure qui aurait pu vous accueillir comme le fait Méo. Ouais, bien sûr, ça aurait été vraiment super parce que moi, du coup, j'ai fait 6 ans d'hôpital psychiatrique, donc ça a été très compliqué. J'étais avec d'autres pathologies, donc c'était un vrai Big Mac. C'était, on va dire, assez chaotique. J'avais pas un réel suivi de moi-même. C'était chaotique, quoi. C'était vraiment pas terrible. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Je pense déjà de l'attention, aussi de la bienveillance. Aucune bienveillance. J'avais droit des fois, souvent des séances d'isolement pour un non parce que je ne voulais pas manger telle ou telle chose, ou aussi droit à des piqûres pour me shooter. Donc ouais, je pense surtout à être bien traité. Je pense que c'est l'essentiel pour un enfant, pour pas avoir de traumatisme, pour être bien, surtout comme ça quand on est autiste. Et vraiment, je pense que Méo, c'est ce qui peut vraiment apporter à l'enfant. Méo, c'est une école à la fois, comment je pourrais dire, qui va aider l'enfant, qui va aussi aider les parents. Et en fait, le tout fait que c'est génial, quoi. Moi et ma mère, on n'a pas eu cette chance, quoi. Eugénie, quel type d'éducation est-ce que vous proposez au sein de Néo? De Méo, alors en fait, on essaye toujours de faire en sorte que tout soit adapté à l'enfant. Il n'y a pas une pédagogie spécifique. Chaque enfant va à son rythme. Chaque professeur, chaque éducateur fait en sorte de suivre l'évolution de l'enfant. Donc j'ai envie de dire, c'est adapté en fonction de chacun. Méo, c'est aussi une école, en fait, on va dire une structure passerelle d'insertion ou de réinsertion pour les enfants dans le milieu scolaire ordinaire lorsque cela est possible. On tient à ce que les enfants, en fait, puissent repartir ensuite dans le système scolaire normal. L'année dernière, on a 8 enfants qui sont repartis dans le système scolaire normal. J'imagine que pour vous, c'est une vraie satisfaction. C'est une réelle satisfaction, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, donc pour nous, c'est la plus belle des victoires. Combien d'enfants aujourd'hui dans l'établissement? Alors, on en a accueilli au départ 19. Et aujourd'hui, on en a 50 qui sont répartis, qui sont répartis entre le primaire et le collège. Stan, cette expérience que vous n'avez pas connue justement au sein de Méo, aujourd'hui dans votre vie d'adulte, elle vous aurait servi dans quelles conditions, dans quelles circonstances? Je pense qu'après, moi j'ai quand même un parcours, au final, j'ai quand même eu de la chance. Donc maintenant, au final, là j'ai 19 ans, je fais un bac pro vente, donc là je suis en terminale. Après, j'ai déjà vu pour mes études supérieures. Donc, pour moi, c'est bon. Mais après, je pense que c'était plutôt le retard, on va dire, sur l'âge, quoi. Du coup, j'ai un décalage de 2 ans. Mais à part ça, au final, j'ai quand même eu de la chance d'avoir les bons trucs au bon moment qui ont fait que j'ai pas eu un si grand retard que ça.
Et je pense que Méo, ce qui est aussi bien, c'est que du coup, c'est qu'on ils prennent soin de l'enfant au bon moment, ce qui n'a pas été le cas pour moi, donc du coup. Donc c'est ça qui est cool. Si vous avez créé en 2015 cette association puis cette école, ça veut dire qu'il y avait un manque à l'époque? Ah oui, il y a un réel manque. On a à peu près 100 à 150 demandes par an. Et c'est vrai que dans la région, au niveau Haute-Savoie, aucune structure comme la nôtre existe actuellement. Je voulais quand même aussi rajouter qu'on a été reconnu, l'association a été reconnue d'intérêt général et qu'on a été subventionné par l'Agence régionale de santé. Donc pour nous, c'est l'ARS. Pour nous, c'est un gage de confiance et c'est important de le préciser. Alors, on n'a pas signé, donc ce sont des enfants qu'on dit neuroatypiques. Alors, on dit qu'est-ce qu'on entend par neuroatypique? Alors, neuroatypiques, donc ce sont des enfants qui sont... alors, on accueille essentiellement des enfants avec des troubles du neurodéveloppement, donc les troubles 10, les enfants autistes, donc qui peuvent être autistes Asperger ou autistes non-verbaux. Et on accueille aussi des enfants avec des troubles de l'attention et des enfants à haut potentiel. Ce sont des enfants en fait en général qui ont des troubles des apprentissages. Voilà. Vous avez un petit peu répondu, mais c'est quoi la suite pour ces jeunes une fois sortis de Méo, pour un cursus relativement court? Le but, c'est pas de les accueillir pendant trop longtemps. Non. C'est quoi la suite? Eh bien, justement, entre ceux qui réintègrent le système scolaire classique et ceux qui n'ont pas cette chance? Eh bien, en fait, nous, l'objectif principal, c'est que pour ceux qui le peuvent, ils puissent repartir, par exemple, donc ceux qui sont en primaire puissent repartir dans un collège. On a créé ce collège, donc nous, après, ce qu'on cherche à faire, c'est pouvoir, au niveau de notre collège, pouvoir peut-être un jour créer un lycée, on ne sait pas, on va voir. Voilà. On ne l'a pas signalé, vous êtes situé du côté d'Annecy-Lieu. Hein, oui, on est à Annecy-Lieu, voilà. Et je voulais aussi, si je peux rajouter quelque chose qui est important, c'est que cette année, on a eu la chance d'être retenu par l'opération Glisse en Cœur, qui est, un événement caritatif de la montagne française. Et donc, on a besoin de la mobilisation de chacun, donc soit pour monter des équipes, soit pour faire des dons, soit pour être bénévole. Le site, c'est www.glissencoeur. Et donc, on souhaiterait que... Il me semble qu'on en reparlera le 10 février. Voilà, je crois que c'est ça. En plateau. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci bien. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Fanette de Buisson. À tout de suite.